Merci d'être avec nous sur la RTM et bienvenue dans ce 21e numéro d'Actupo. Actupo, c'est votre magazine qui passe au peigne fin toutes les questions brûlantes de l'actualité politique nationale. Alors aujourd'hui, pour débattre donc des faits saillants de cette actualité politique, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir sur ce plateau Dr Aliou Sow, ancien ministre de la décentralisation et des collectivités locales sous Wade. Il est également le président du mouvement des patriotes pour le développement Ligue MPD. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Salé, merci beaucoup pour permettre de saluer l'ensemble de vos téléspectateurs, mais aussi de formuler des vœux de réussite et d'émergence pour votre nouvelle chaîne. Merci beaucoup. Avec nous également Monsieur Théodore Chérif Monté. Il est du pôle présidentiel sur la revue du code électoral. Il est également le directeur national de l'Union citoyenne Buntubi et membre de la coalition Maki 2012. Monsieur Monté, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Salé, j'en profite aussi pour féliciter le travail que vous faites, pour saluer l'ensemble du peuple sénégalais et l'ensemble des citoyens sénégalais qui se battent tous les jours pour que le Sénégal émerge. Merci beaucoup. Alors, nous allons tout d'abord parler de la revue du code électoral. Il y a eu un véritable blocage dans le processus. Pratiquement, il n'y a pas eu en tout cas, aucun accord n'a été trouvé dans la réflexion, Monsieur le ministre. Oui, en fait, vous avez raison. Vous l'avez noté au même titre que tous les Sénégalais. Mais il faut aussi imputer la quasi-totalité de la responsabilité au gouvernement. Je pense que après avoir manœuvré pour reporter une première fois la tenue des élections locales, pourtant ils ont claironné ça et là de le respect du calendrier républicain, avant de se dire, je pense qu'aujourd'hui ils sont encore en train de mettre en œuvre une nouvelle stratégie, on va parler de stratagème, en vue de saboter un processus. En vérité, qui peut le plus peut le moins. Moi, dès le départ, j'avais dit, en tenant compte de l'ampleur de ces réformes, d'envergure, j'en avais déjà dit mes positions et mes appréciations et mes réserves sur la réforme elle-même. Il fallait prendre le temps nécessaire pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de tenir à la bonne date les élections locales, sans pour autant devoir reporter une seconde fois ou bien être sous pression. J'avais reconnu en ce temps même qu'on repousse l'élection d'un an. Mais ils ont voulu tomber un peu dans le fétichisme des dates, alors que déjà, le calendrier républicain est déjà bafoué, violé. On ne peut pas venir en pleine discussion vouloir remettre en cause des dispositions du code qui nous ont permis de générer, en fait, je ne parlais pas d'une victoire, mais d'une percée extrêmement symbolique et significative de l'opposition en 2009 par les élections locales, et qui a aussi permis, dans un autre cadre, mais la perte du pouvoir par notre système et l'avènement de nouveaux gouvernements. Donc, au pire des cas, mais l'existant pouvait être maintenu et simplement chercher à conformer le code à la réforme et aller aux élections. Mais en pleine discussion, mais on voit des propositions aussi saugrenues que celles portées par le pouvoir, personne ne pouvait comprendre. Si c'est au niveau parlementaire, vous savez, il y a des techniques comme ça. Hein. Par exemple, à l'échelle parlementaire, il y a toujours des parlementaires qu'on appelle les backbenchers. Les backbenchers sont des jeunes parlementaires londoniens d'alors qui se mettaient qui se fait au niveau des sièges arrière du Parlement et qui avaient toutes des stratégies de blocage des travaux parlementaires. En fait, une sorte de flibus parlementaire. Je pense que ce qui s'est passé actuellement avec cette commission, c'était ça. À un moment donné, il y a quelque part, on sent comme une sorte d'officine ayant programmé des actes de sabotage pour retarder le processus ou bien déboucher sur quelque chose du genre report qui va couler de source. En vérité, il ne faut pas oublier une chose. Dès l'entame des travaux, le ministre de l'Intérieur a prononcé une phrase qui a tout son pesant d'or, qu'il nous faut en arriver à terminer tout cela avant le 9 mars pour pouvoir tenir les élections à date due. Ça, c'était une mise en garde importante. On s'en rappelle, on n'en parle pas souvent. Et maintenant, pendant le processus-là, c'est son camp, le camp du pouvoir, qui crée les conditions de blocage. Aujourd'hui, on en arrive à quelle situation? Faire recours à l'arbitrage du chef de l'État. C'est vrai,
c'est la clé des institutions, mais aussi des chefs d'État, aussi les juges et partis. Je ne pense pas que ceux qui sont à la base de ce blocage-là, puissent quand même prendre des positions comme ça sans pourtant avoir quelque part sa caution ou bien son inspiration ou bien même à la limite une acceptation tacite de ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas être jugé parti. Monsieur le ministre, à la fin des travaux, des questions de désaccord, en tout cas, ont bouclé donc les activités, puisqu'il s'agissait d'un marathon qui a fini par être caractérisé par des divergences comme le mode de scrutin. Monsieur Monté. Merci, Monsieur Saleh. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais, à l'entame de mon propos, essayer de refaire l'historique de cette commission de revue du Code électoral et redéfinir un peu la notion de revue. Les gens ont pensé, dans cette revue, particulièrement, que la commission technique de revue du Code électoral était un organe de décision. En aucun moment, dans l'histoire du Sénégal, une revue n'a été un organe de décision. La revue, c'est une commission de réflexion qui met en place un certain nombre de choses qu'il confie à l'autorité qui les met en application ou pas. Donc, je suis très content d'entendre Monsieur le ministre dire que le système actuel, c'est-à-dire le code électoral consensuel de 1992, sur lequel on continue à travailler dans différentes éditions. Les gens ont tendance à parler de code de 2009 ou de code de 2012, mais il n'existe pas de code de 2009 ni de code de 2012, c'est des éditions. Je suis content de l'entendre dire que c'est un système qui est bon, qui a fait ses preuves et qui a permis d'avoir des collectivités locales bien gérées en 2009. Okay. Mais le pôle présidentiel n'a proposé que ça. Le pôle présidentiel a proposé le maintien du système actuel dans la clé de répartition. C'est justement l'opposition et les partis non affiliés et non coalisés qui ont demandé une modification de la clé de répartition en mettant l'accent sur la liste proportionnelle, en affectant 60% de la liste sur la proportionnelle et 40% sur la majoritaire. Nous avons fait des calculs, nous avons fait des simulations et nous nous sommes rendus compte qu'avec une telle clé de répartition, personne ne pouvait avoir une majorité. Et que donc nous allions tout droit vers des collèges, vers des assemblées locales instables où les majorités se feront sur la base du chantage et de la négociation. Monsieur le ministre a dit tantôt que la commission aurait dû tout simplement mettre en conformité le code électoral avec la réforme sur le code général des collectivités locales. Mais c'est ça l'essentiel des termes de référence. Le premier point, l'objectif principal, c'était mise en adéquation entre le code électoral et le code général des collectivités locales. Et justement, c'est sur la base des termes contenus dans le code général des collectivités locales que le pôle présidentiel a fait l'essentiel de ses propositions. Les partis de l'opposition et les non-affiliés et non-coalisés ont demandé à ce qu'on fasse une revue beaucoup plus large que la réforme. Mais nous sommes tenus par des dates. La date du 9 n'est pas sortie du chapeau de magicien. On a un tableau synoptique qui gère les opérations électorales. Dans ce pays, il y a des dates obligatoires auxquelles nous devons tenir. Donc, dire que le ministre de l'Intérieur a sorti la date du 9 mars, que ça devait faire tilt dans la tête des gens. Non, 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 la date du 9 mars est une date légale au-delà de laquelle on ne peut pas introduire une nouvelle loi à l'Assemblée nationale, la voter, la promulguer et aller aux élections. Je tiens à dire que le président Macky Sall, pour moi, est aujourd'hui le seul acteur politique qui veut aller aux élections le 29 juin. Il l'a dit, il l'a répété, il a tenu à le préciser et il a sorti le décret qui fixe la date des élections au 29 juin. Il avait toute la latitude de le fixer à une autre date, il ne l'a pas fait. S'il l'a fixé au 29 juin, c'est parce qu'il veut vraiment aller aux élections le 29 juin et pour des raisons bien précises, pour respecter le calendrier républicain d'abord, pour que les Sénégalais puissent choisir de nouveaux élus, parce que les gens ont été élus pour 5 ans, c'est terminé, il faut qu'ils s'en aillent et que d'autres viennent, ou bien il faut qu'on leur renouvelle leur mandat, mais on ne peut pas prolonger des mandats des élus locaux alors que c'est le peuple qui confère le pouvoir. Et vous croyez que les élections se tiendront à date échue? Si tous les acteurs politiques s'entendent pour aller aux élections le 29 juin, nous irons le 29 juin aux élections. Je tiens à le dire encore une fois,
il n'y a pas eu une revue où on a eu autant de points d'accord que lors de la dernière revue. Les gens ne se sont pas quittés sur un désaccord ni en queue de poisson, contrairement à ce qu'on dit. Les gens ont eu des accords sur l'essentiel de la revue. Il y a eu un seul point de désaccord, c'est sur le mode de scrutin. L'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les 3 pôles qui étaient présents dans la salle, se sont accordés sur un arbitre. Ils se sont accordés sur un arbitre. Et lorsque des partis s'accordent sur un arbitre, les décisions de l'arbitre les engagent. Mais ces différents points de discorde avaient même poussé le pôle de l'opposition à partir à un moment, et c'était avec le soutien des non-alignés. Effectivement, le pôle de l'opposition, à un certain moment, a boycotté les travaux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les gens, au début des travaux, ils ont dit nous réglons le problème du mode de scrutin. Si ce n'est pas réglé, on ne parle de rien d'autre. Dans aucune revue, les choses ne se sont passées comme ça. Nous avons un code à voir, à mettre en conformité avec une réforme, à toiletter, parce qu'il y avait des choses qu'il fallait enlever. Il y a tellement de choses extrêmement sérieuses dans ce code qu'on aurait pu regarder en profondeur. Les gens ont dit, si on ne règle pas le problème du mode de scrutin, nous nous en allons. On a dit, OK. Après, nous, on a dit, c'est pas sérieux. On ne peut pas bloquer une revue juste parce qu'on est en désaccord sur un point. On peut le mettre en suspens, discuter des autres points, revenir là-dessus, apporter de nouveaux arguments. Mais dire, tant qu'on ne règle pas ce problème, je ne discute plus, ça, ce n'est pas responsable. La preuve, le lendemain, ils sont revenus. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas une position responsable. Et personne n'a jamais demandé à la commission technique de revue du code électoral d'éditer un code. On leur a dit, réfléchissez sur un code, essayez de trouver un code consensuel et proposez-le à l'autorité qui va le faire voter et le promulguer. Merci. Monsieur le ministre? En fait, M. Bonté, ce que je voulais ajouter sur cette question précise est la chose suivante. Vous savez, prêcher le faux pour avoir le vrai, c'est en fait une absurdité électorale à un certain niveau, le prix des décisions ou d'échanges. C'est valable aussi bien pour l'opposition que pour le pouvoir. Mais il ne faut pas simplement mettre le tout sur le dos de l'opposition, comme si votre camp n'est pas venu avec une proposition inacceptable du genre la suppression de la proportionnelle. À un moment donné, tout marchait normalement. Vous êtes là, je ne vous reproche pas grand-chose. Mais quelque part, des envoyés spéciaux ont débarqué au cœur de ces négociations-là, ou des réflexions, pour venir comme des porteurs de messages ou à portée de sabotage. C'est la vérité. C'était pour prêcher le faux pour avoir le vrai, ou bien demander l'impossible et de faire des concessions à l'effet de l'impression que, en fait, il y a des efforts fournis. Ça peut être aussi une stratégie politique dans une réflexion. Mais ce n'est pas responsable quand de telles choses viennent de la part, proviennent du pouvoir. L'autre réalité est que tout le monde sait qu'en matière électorale, il y a tout un calendrier qui est préétabli. Si on veut respecter une date finale de tenue d'élection. Mais le ministre de l'Intérieur, en insistant sur le rappel de la nécessité de terminer tous les travaux avant le 9 mars pour pouvoir respecter la tenue des élections à date due, et voir après des membres de son camp venir agir en facteur bloquant, c'est comme si quelque part on veut créer les conditions de ne pas pouvoir respecter ce délai qui est crucial dans le processus. Vous serez entendu sur tout, c'est bien, mais il y a une question essentielle, une unique question qui peut être aussi importante que 10 ou 50 autres questions, c'est-à-dire le mode de scrutin. C'est là où tout se joue. La vérité, il suffit simplement que le mode change, que presque les résultats aient un changement. Nous savons, nous tous au Sénégal, avec moins de la moitié des électeurs, quelqu'un peut se trouver, par exemple, au niveau parlementaire, avec plus de 80% des députés. C'est quoi la base? C'est le mode de scrutin. On sait également qu'au niveau des élections locales, quelqu'un peut, avec le mode de scrutin, être premier, avoir 20% face à 4 ou 5 autres listes et avoir plus de 60% des élus locaux. Ça a toujours fonctionné comme ça, nous sommes d'accord. Moi, je ne demande pas l'impossible, par exemple, à mon niveau personnel. Ce qu'on a dû utiliser jusque-là
et que ça marche, et que la démocratie sénégalaise est considérée comme une sorte de modèle qui nous vaut aujourd'hui notre respectabilité sur le plan international, le président Macky Sall, il a deux options. Il dit, je n'y touche rien, avec sous mon magistère, rien ne regresse, mais rien n'avance, on maintient les choses, le statu quo, ce sera aussi un mérite. Hein? Ou bien il dit, moi j'irai plus loin avec la démocratie sénégalaise en donnant davantage de possibilités à l'opposition de pouvoir triompher ou de pouvoir gagner plus d'espace. Monsieur le ministre, l'opposition, en rejetant le scrutin majoritaire, c'est en même temps opposé au report des locales prévues pour le 29 juin aussi. Non, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, au niveau actuel des discussions, ce serait malhonnête de ma part, et je ne suis pas malhonnête, de vouloir tout jeter sur le dos aussi du pouvoir en place. Ce serait absurde en vérité. La poire doit être divisée en deux. De part et d'autre, chacun est en train de faire usage des méthodes et de subtilités comme pour reporter la chose. Et alors, chacun claironne ou bien bombe le torse en disant que je suis prêt, c'est l'autre qui n'est pas prêt. Moi, je ne pense pas quand même. Le pouvoir, je pense que ce n'est pas en reportant les élections qu'ils vont pouvoir en fait maîtriser les résultats des élections. Et par ailleurs aussi, on accorde une importance particulière aux élections locales. Mais en vérité, le système sénégalais est un système éminemment présidentiel. Le pouvoir central au Sénégal, c'est le pouvoir du président de la République. En dehors d'un parlement où il perd la majorité, comme on dit qu'il n'y a pas de concordance entre la majorité parlementaire et le camp du président, mais en dehors de cela, vous savez, le président Macky Sall aurait perdu toutes les communes du Sénégal demain. L'ensemble des conseils départementaux, cela n'a pas un impact direct sur sa gestion du pays en vérité. Il a une majorité parlementaire qui lui permet de voter les lois organiques, les lois ordinaires qu'il veut, de gouverner jusqu'à la fin de son mandat. Et j'ai oublié une chose également. Il est vrai que le pouvoir local est très important. Mais le président Sall, il est à l'aise dans cette affaire-là. Il est prêt, car lui-même il est arrivé au pouvoir en étant derrière, loin derrière tous les autres partis aux élections locales de 2009. Tout Dakar, son parti n'a gagné rien du tout. Toute la Casamance, ils n'ont rien gagné. Dans tout Matam, à part la commune locale de Farbangom, et je pense une autre commune, il a perdu partout. Et pourtant, la présidentielle étant un rendez-vous entre le peuple et un homme, il a gagné. Au moment où nous parlons, mais les candidats sont tous les partis pour l'essentiel. Le PDS, l'AFP et le PS, et une petite poignée par la PS. Donc je pense que les débats, il ne faut pas qu'on le vicie au point de créer ici une régression ridicule. Moi, ce qui m'intéresse, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, et qu'il y a des acquis démocratiques au Sénégal. On les maintient, on les construit, ou bien on les renforce. Ce sera au crédit du président Sall de dire que je suis allé plus loin. Aujourd'hui, on peut dire que Wade a permis d'entrer de jeu, dire que pour les élections locales, la parité dans les investitures est déjà acquise. Est-ce que nous aurons des conseils communaux, municipaux, où nous aurons la parité, mais au moins dans les investitures, c'est déjà une chose réglée. Et par conséquent, qu'est-ce que Macky nous apporte de nouveau? Tout ce problème-là également est compliqué et rendu plus complexe par beaucoup de revirements du pouvoir. Le Code général des collectivités locales, c'est dit jamais vu. Dès l'annonce de cette réforme-là, tout l'ensemble des points forts annoncés par le chef de l'État, à l'arrivée, c'est le contraire qu'il a fait. Il nous avait annoncé une cumulation intégrale. Ça, c'est une mesure à la limite très simple. Ils avaient annoncé le maintien des conseils régionaux. J'étais un des rares Sénégalais en son temps à avoir préconisé avec insistance la suppression des conseils régionaux si on doit les maintenir en l'état actuel. Ou bien une révision des missions, des rôles et des responsabilités de ces conseils-là, parce que sinon, actuellement, ça ne sert pas à grand-chose. Ou bien, on les renforce, on les réforme, à défaut, si on crée les conseils départementaux, ce serait absurde. Il y a toutes les contradictions dans cette gestion-là. Même pour les élections à venir, regardez le code des collectivités locales. Dernière minute, dans l'avant-projet, les conseils régionaux étaient maintenus. Mais en allant à l'Assemblée nationale, ils ont sorti cette disposition-là en supprimant ces conseils régionaux sans jamais avoir parlé de cette question-là, ni créé une discussion avec quiconque. Je suis sûr et certain, les chefs de l'État, son camp, pour ne pas dire même sa coalition, son propre parti, ils ont déjà leurs options et leurs choix. On va les envoyer le document pour après enfin valider. Il est en train sûrement de voir avec ses sondages ou ses études avec les rapports mensuels qu'il recevra de l'administration, de ces instituts de sondage ou de ces méthodes de mesure. Est-ce que ces résultats seront bons ou mauvais? Mais je pense qu'il a tout intérêt, franchement parler,
à respecter sa parole donnée. Merci. Michel Saleh, je suis content parce que Michel Sow tient les arguments de toute la discussion. Parce que je pense que quand il parle de sa position par rapport à la région, étant très proche du président Macky Sall, il a dû l'entendre et il a dû appliquer ses conseils. Pour revenir au sujet... Il fut ministre des collectivités locales. Absolument, donc il sait pourquoi on a supprimé les régions. Pour revenir au sujet, je tiens à préciser, les représentants du pôle présidentiel dans la commission technique de revue du code électoral n'ont jamais proposé la suppression d'une quelconque liste proportionnelle. C'est une mauvaise information. Ah ouais? C'est une fausse information même, je dirais, qui a été portée par certains membres de cette commission, sachant que nous avions fait l'option de respecter à la lettre notre règlement intérieur qui nous interdisait de communiquer tant que la revue n'était pas finie. Les propositions qu'on a faites sont consignées dans les 12 procès-verbaux qui ont sanctionné les résultats de nos travaux et ils sont disponibles et consultables par tout le monde. Je vous en donnerai copie, c'est dans les documents qui sont avec moi tout à l'heure pour que vous puissiez les diffuser si vous voulez. À aucun moment, le pôle présidentiel n'a proposé la suppression de la proportionnelle. Ce que nous avons proposé, c'est le maintien du statu quo. Le mot, on l'a tellement sorti là-bas qu'ils nous ont dit, vous voulez faire du surplace. Eux, ils voulaient évoluer, soi-disant, en mettant 60% sur la proportionnelle. Ils ont mis 60% sur la proportionnelle. Nous l'avons mis dans un petit logiciel. On a fait une petite simulation avec le département de Podor et on leur a montré que malgré tout ce qu'ils pensaient, même avec leurs propositions, quelqu'un pouvait être minoritaire de très loin, gagner les élections, mais en plus de ça, ils introduisaient la tendance à une instabilité permanente dans les conseils. Nous avons fait une simulation qui montrait que, avec 11%, avec leur clé de répartition, le mode qu'ils proposaient, avec 11%, quelqu'un pouvait gagner les élections, avoir 40 conseillers dans un département de 86 et se retrouver en face avec 46 conseillers qui sont dans des listes disparates et qui vont monnayer leur position à chaque fois que le Conseil devra se réunir. Maintenant, M. Monté, avec cette situation, est-ce que vous ne pensez pas que d'autres paramètres risquent d'entrer en jeu si on doit reporter ces locales ou si on les organise? Mais personne n'a parlé de reporter les locales. Le report des locales, c'est une imagination qui sort de la tête de certains politiciens qui ne veulent pas aller aux élections. Je vous ai dit, le président Macky Sall a sorti un décret qui fixe la date des élections au 29 juin. Et il travaille à aller aux élections le 29 juin. Et nous, acteurs politiques qui croyons que le 29 juin doit être un rendez-vous entre le peuple sénégalais et ses élus locaux, nous travaillerons, mais de pied ferme, pour qu'on aille aux élections le 29 juin. Personnellement, dans notre parti, on s'est toujours opposé à toute forme de report d'une élection, quelle qu'elle soit. Pensez-vous qu'on puisse organiser des élections sans au préalable fixer les règles du jeu, Monsieur le ministre? Non, en vérité, je veux préciser un certain nombre de choses. En ce qui concerne l'instabilité au niveau des conseils municipaux, cela est moins tributaire du mode de scrutin que de la moralité, bonne ou mauvaise, des acteurs politiques et des élus locaux. Si c'est votre préoccupation, inspirez-vous simplement d'une disposition qui régente l'Assemblée nationale que Abdoulaye Wade, les anciens chefs de l'État, a eu à inspirer. C'est-à-dire, tout député élu sous la bannière Ça ne fonctionne pas, M. Sow. Ça ne fonctionne pas parce que les gens ne sont plus élus sous la bannière d'un parti depuis très longtemps. Les gens sont élus sous la bannière de coalition. Cette disposition ne peut pas fonctionner. Même à l'Assemblée, elle ne fonctionne pas. Même à l'Assemblée, elle fonctionne pas. Laissez-le terminer. Allez-y, allez-y, allez-y. Nous, on a fait voter cette loi-là. Les coalitions rendant flou ce problème-là, cette disposition. Au point qu'aujourd'hui, c'est à vous de venir améliorer cela pour élargir ces dispositions au-delà même du parti, mais aussi à la coalition avec des pressions qui vont réglementer de façon claire cette question-là. Et la même chose aussi, l'étendre au niveau des conseils municipaux et des conseils départementaux, cela est possible. Sinon, en vérité,
quelqu'un, et ça d'ailleurs c'est celui de pouvoir qui en profite, hein, mais un parti d'opposition, une coalition d'opposition peut venir, mais gagner un conseil municipal, mais à coût d'argent et d'audience, le président Sall peut débaucher la quasi-totalité des conseils. Surtout que je pensais qu'avec son élection, il allait renoncer à cette pratique. Nous, sur notre magistère, cela a été promu, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est la promotion des comptes de valeur qui est la transhumance. Aujourd'hui, en moins de 2 ans, le président de la République est devenu un des champions qui ne se gêne pas de s'entourer par des néoconvertis qui l'ont combattu férocement, caricaturé, négligé, qui n'ont jamais... C'est simplement gênant. Je vois certains avec lui, mais j'en rigole quand je me rappelle de le coup de fil en son temps en me prenant pour un suicidaire qui se rapproche de Macky Sall, ou bien qui se voyage avec lui, les voir finalement chanter Macky et brocade Abdoulaye Wade. Je dis, mais quand même, nous sommes dans quel pays? Donc, puisqu'il est déjà un promoteur de telles pratiques, il peut bien entendu remettre en cause l'ensemble des équilibres au niveau des conseils municipaux. Donc, si vous êtes militant de la moralisation du comportement politique, mais édictez une loi à l'effet de pouvoir réglementer tout cela et que chacun puisse rester dans ce qu'il est, ou bien en acceptant de perdre des avantages. D'ailleurs, il faut oublier une chose, c'est sous le régime de Macky Sall qu'on a vu, fait rare, que des têtes de liste de partis d'opposition à des élections parlementaires débauchés, monnayant leur allégeance au pouvoir, allaient battre campagne contre la liste dont ils sont la tête pour que cette liste-là perde au profit du pouvoir. On l'a vu à Kaolack, on l'a vu à Dagana. Je pense que pour la symbolique, pour les changements attendus du président Sall, il aurait dû éviter de se battre de choses. Des gens seraient même venus vers lui pour lui faire de telles propositions, il devait rejeter cela en vue de son devoir de participer au renforcement des comportements moraux et décents. Maintenant, pour revenir sur la question de... vous avez abordé tout à l'heure une autre question un peu cruciale. Par rapport à ces stratégies-là, vous savez, ce n'est pas parce que le président a signé un décret de convocation qui convoque les électeurs, qu'il a pris une position, qu'il n'y a pas derrière sa tête une petite idée, une petite subtilité. Je vous rappelle, en 2007, pour les élections parlementaires, le président Macky Sall était à la tête de liste du PDS, des premiers ministres. Quand il s'agit de faire le décret de répartition du nombre de sièges par département, le nombre de députés par département, donc il a travaillé en commun accord et en toute complicité avec le chef de l'État en son temps. Je vous donne un cas précis. Le département de Kaffrine d'alors, qui est devenu aujourd'hui région de Kaffrine, le grand département, avait 2 députés, 2 sièges, alors que le département de Fatick en avait 3. Et sur le plan démographique, sur le plan de la population électorale, Kaffrine était de loin plus peuplé que Fatick. Et beaucoup de cas comme ça, en son temps, étaient notés. On ne peut pas aujourd'hui imputer ça au seul président Wade, car ça a été continué par le président Macky Sall et ils ont travaillé là-dessus la question. En vérité, mais des coalitions étaient bâties, mais l'opposition est tombée dans un piège ou bien a été bien ou mal inspirée pour introduire un recours. Ce qui a fait que ce décret a été cassé et introduisant de facto le report des élections. Si je pense à de telles choses dans lesquelles l'homme a été impliqué, je peux aujourd'hui aussi imaginer que ce même monsieur, à des niveaux plus importants, peut faire usage de telles subtilités pour pouvoir annoncer une chose alors qu'il a l'intention de faire autre chose. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Monsieur Monté, très vite répondu, avant qu'on passe à autre chose. Monsieur Sow est un sophiste parce que je pense que quand il dit ça, j'ai connu Abdoulaye Wade en 1976, j'étais très jeune. J'avais 1 an. Abdoulaye Wade a toujours introduit des pièges dans tous les textes qu'il a toujours écrits. Macky Sall a eu le courage de s'éloigner de lui à un certain moment. D'autres ne l'ont pas fait. Donc je reste sur notre sujet. Hein. Quand M. Sow parle d'envoyés spéciaux en mettant en filigrane le ministre Benoît Sambou, oui, mais moi je le prononce quand même, je le prononce. Il n'y a pas eu d'envoyés spéciaux dans cette commission. M. Benoît Sambou était membre de cette commission. Il est venu à la constitution de la commission et il a assisté à l'ensemble des 12 réunions que la commission a tenues. Quand les gens pensent qu'il est arrivé là-bas comme un cheveu dans la soupe, c'est pas vrai.
il était membre de la commission, il fait partie des 10 représentants du pôle présidentiel et il a assisté à toutes les plénières et à toutes les réunions de la commission. Je tiens à rappeler que notre souci, depuis le début, a été le maintien du scrutin mixte. Nous avons tenu à maintenir le scrutin mixte. Nous avons évité, je le disais tantôt, le terme statu quo parce que les gens nous disaient « vous voulez rester sur place », mais moi je dis « vouloir évoluer en menant les gens dans l'abîme, ce serait dangereux ». Par rapport à la moralisation de la vie politique, je n'entrerai pas dans le détail de la transhumance. Je renverrai à Monsieur le ministre à un texte que j'ai écrit il y a très peu de temps qui s'appelle « Il est plus tard qu'on ne le pense » où je donne mon point de vue sur la transhumance. Je pense que je suis beaucoup plus scandalisé que vous en ce qui concerne cette pratique. Merci. Tout à fait autre chose maintenant. Nous vivons, Monsieur le ministre, l'ère des manœuvres politiciennes ou en tout cas tripatouillage de constitutionnel ou de réformes au profit exclusif d'un parti au détriment de la patrie. Qu'est-ce que cela vous inspire? En fait, cela m'inspire une chose. J'ai l'impression qu'il y a un effet nocif du pouvoir sur les gens, à moins que les gens soient à la limite un peu faux dans la formulation de leurs choses. Un grand penseur ou un grand homme politique disait que la parole préélectorale, la parole pendant la guerre et la parole pendant l'amour, il ne faut pas les prendre pour de l'argent comptant. J'ai comme l'impression que c'est une des choses les mieux partagées par les humains sur Terre. L'actuel pouvoir a battu campagne sur la base de la dénonciation des méthodes, pratiques, comportements de notre système, en nous promettant un changement radical, mais en mettant l'accent surtout sur la moralisation du champ politique et des comportements sociaux, la promotion des valeurs décentes, la promotion de la République et des valeurs de la démocratie, en dénonçant une supposée patrimonialisation de la gestion des affaires de l'État. Aujourd'hui, en moins de 2 ans, nous voyons au Sénégal pire que tout ce qui a été dénoncé. Si on parlait du président Wade en pensant à sa fille ou à son fils, aujourd'hui, c'est toute une dynastie. Et parfois avec des pratiques scandaleuses par rapport à la préservation des socles de la République, des intrusions, des immixtions inacceptables. Par ailleurs, quand on parle de cette affaire de patrie avant patrie avant le parti, mais c'est pas un concept de Macky Sall ou de l'APR. Le premier Sénégalais à avoir écrit un texte parlant de cette théorie-là, c'est Cheikh Diallo, qui avait écrit en son temps un texte fort scientifiquement solide et critique par rapport au PDS, en parlant de la mort programmée du PDS. En conclusion, il parlait de la prééminence de la patrie sur le parti si le PDS veut aller très loin et maintenant rester au pouvoir. Et maintenant, quand on est dans cette situation aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On modifie les textes. On annonce des choses qu'on ne fait pas. On fait travailler les gens pour le faire perdre du temps pour après dire qu'on fera ce qui nous arrange. On prend la parole pour faire quoi? Soit pour menacer, soit pour caricaturer l'homo sénégalensis alors qu'on est on a une incarnation de cet homo sénégalensis là. Ce n'est pas bien. Comme je dis souvent, comme disent les Ivoiriens, on ne montre pas son village de la main gauche. J'aime pas parler, j'aime pas juger les gens. Maintenant, que faudrait-il faire pour qu'on ait une république ce qu'il faudra faire est très simple. François Mitterrand disait, pour changer de politique, il faut changer d'homme. Il ne peut pas y avoir de changement avec les mêmes hommes. De 60 ans à nos jours, presque, à plus de 80% sont les mêmes acteurs. Tous les grands partis ou les partis que nous voyons au Sénégal ont les mêmes leaders, les mêmes chefs. Hier, on a entendu un homme pour qui j'ai beaucoup de respect et d'affection, dans un communiqué sanctionnant un peu plus de son parti, on lui a prêté une phrase. Je pense qu'il faudra en démentir. Selon laquelle, cette leader de parti a dit que juste tant qu'il me restera un seul souffle, je continuerai à diriger mon parti. Mais où est la place du militant là-dedans? Quel est le rôle du militant là-dedans? Est-ce une propriété exclusive personnelle?
Je n'ose pas croire qu'un homme de cette envergure a osé dire une chose pareille dans une démocratie aussi avancée que le Sénégal. Je ne le pense pas. Même si par rapport à la loyauté, dans le compagnonnage, je n'ai pas une appréciation particulière là-dessus. Ça, c'est un problème. Donc, ce sont les mêmes chefs de parti, les mêmes patrons de centrales syndicales, les mêmes patrons de syndicats, qui font tout pour pouvoir pour bloquer l'émergence d'une élite de qualité. Au Sénégal, nous avons des hommes de qualité, des hommes très bien formés, qui ont des idées, qui aiment ces pays-là, qui ne cherchent pas à faire de la politique pour vivre de la politique quand ils ont un métier. La politique n'est pas un métier pour lui. Monsieur Monté, je ne le connais pas bien, mais il a un job. C'est un ingénieur. Il peut vivre de son job d'ingénieur. Il a son parti. Mais, tant qu'il ne va pas se ranger pour chanter, faire des textes apologétiques pour Macky Sall, aller entrer dans le jeu du clanisme et de la dynastie, il peut rester longtemps dans son parti sans jamais être mis au devant de la scène. Quand il s'agira de faire le boulot technique, on lui fera faire le boulot technique. Quand il s'agira d'assumer des fonctions à partir desquelles on peut avoir influé sur le fonctionnement du pays, c'est parce qu'en vérité, jusqu'à présent, ce qu'on voit au Sénégal, c'est quoi? C'est une nomination récompense. On récompense quelqu'un, on le case, on ne sollicite pas des expertises pour faire bouger les choses. Et l'autre aspect, tant qu'on fera cela, on n'avancera pas. Je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à certains Sénégalais de qualité. Et en définitive, pour conclure cette question-là, le changement ne peut venir que des Sénégalais de qualité, qui aiment ce pays et qui ne font pas la politique. Un métier qui ne vit pas de la politique. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec M. Sow quand il dit que le changement se fera avec et pour les Sénégalais. Oui. Et je fais partie de cette catégorie d'individus qui, quelle que soit la posture, œuvrent à poser sa brique pour que le Sénégal avance. Je suis étonné de voir que M. Sow soit resté tout ce temps avec Abdoulaye Wade. Parce que Abdoulaye Wade a dit exactement la même chose que ce qu'on prête à M. Niasse hier. Il a dit, tant que je serai grabataire, tant que je dirigerai jusqu'à être grabataire, même grabataire, je dirigerai. C'est ça qu'il avait dit à l'époque. Et des jeunes sont restés au PDS à écouter un individu dire ça. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, l'impulsion de la rupture est arrivée avec un président qui est né après les indépendances, qui a fait toutes ses études au Sénégal, et qui est, comme il dit, l'incarnation même de l'homo sénégalensis. Moi, il parle de dynastie, moi je ne vois pas de dynastie. J'ai vu des gens travailler avec Macky Sall quand il était dans la DEJ, quand il était dans l'opposition. Il continue, c'est des politiques, que ce soit le frère de sa femme ou quelqu'un d'autre, c'est des Sénégalais, c'est des hommes politiques. Moi, en 1988, quand on a arrêté Abdoulaye Wade, je faisais partie d'un des rares Sénégalais. J'ai quitté l'université, je longeais la corniche pour aller assister à son procès. C'est un homme que j'admirais. À l'époque, certains qui, entre-temps, sont devenus premiers ministres ou ont occupé des postes de ministre, je les réveillais, ils ne se levaient pas. À 4 heures du matin, on faisait un petit groupe. C'était, à l'époque, il y avait un couvre-feu. Je termine. Oui, s'il vous plaît, très vite, le temps. Voilà, je termine. Pour vous dire que, quand on faisait ça, on n'avait jamais vu le fils d'Abdoulaye Wade dans le combat. Ce qui a étonné les gens, c'est pas que Abdoulaye Wade ait amené son fils. C'est que son fils n'était pas dans le combat, qu'il soit parachuté. Aujourd'hui, les frères de la première dame dont on parle, ils ont accompagné le président Macky Sall dans son combat politique. C'est des engagés politiques. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils sont à Saint-Louis. Ils combattent sur le terrain politique. On me dira que les positions de pouvoir les favorisent, mais bon, au Sénégal... Vous avez accompagné le président Macky Sall. Vous êtes mieux formé que ces derniers. Qu'est-ce qu'ils ont fait de vous? Mais ils n'ont rien fait de moi. Je n'ai pas besoin qu'on fasse de moi quelque chose. Je suis quelque chose. Voilà. Mais solliciter votre expertise. Mais mon expertise est utile là où elle est, dans la création d'unités industrielles au service du peuple sénégalais. Vous n'êtes pas content? Ah si, je suis très content. Maintenant, il y a aussi la recrudescence des querelles de leadership au sein des partis, aboutissant même à des scènes de violence. Qu'en pensez-vous? Oui, mais ça, c'est la preuve, encore une fois, que le parti au pouvoir, pour ne pas dire la coalition au pouvoir, mais n'est que l'incarnation la plus achevée de ce qu'elle a toujours dénoncé. Et pas seulement, hein, on l'a vu récemment aussi du côté de Rewmi. Oui, c'est tous le bloc du pouvoir. C'est une histoire de libéraux.
les Réunis, l'APR, l'AFP, le PS sont dans les mêmes sacs. Ils sont coalisés ensemble pour faire partie d'un régime. Ils n'ont pas pu s'entendre sur le partage du gâteau, où des égos surdimensionnés ont connu des clashs. Donc, dans ce cas-là, ils seront jugés de la même manière par tous les Sénégalais en 2017, car ils sont co-responsables de l'avènement de l'alternance en 2012 et co-responsables de la bonne ou mauvaise tenue de ce pays-là jusqu'en 2017. Est-ce que quelque part, c'est guerre de... C'est du pareil au même. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'une étoile, celle de Macky Sall, a brillé. C'est son destin. Il vit sa légende personnelle, il est devenu président. Mais sans avoir au préalable construit un appareil structuré, organisé, avec, et bien réglementé. C'est sa chance. Maintenant, c'est à l'heure maintenant de l'organisation de tout cela que nous voyons des comportements extraordinaires. Mais le problème, c'est que c'est là où maintenant, il y a une confusion entre l'État et la République et le parti. Il est un peu gênant parfois. Vous savez, nous sommes réalistes. Les premières dames dans le monde ne sont pas élus. Mais c'est par réalisme humain qu'on leur assigne un rôle et un rang. Si vous dites que la femme d'un président n'a aucun rôle à jouer, vous rêvez. Car il n'y a pas une personne qui a une emprise aussi importante que celle-là qui l'a accompagnée. Vous savez, moi, je ne me prononce jamais sur cette question de première dame, car j'étais témoin oculaire de l'engagement militant, des efforts fournis, des épreuves endurées par cette dame-là. Je ne me plaindrai jamais de son rôle dans l'État, même si je ne suis pas satisfait de la voir. Aller à un meeting à Grand Dakar, tenu par son frère, qui s'en prend au Premier ministre, sa seule présence est une caution ou un aveu par rapport aux relations tumultueuses dont on prête le Premier ministre et le président de la République. Je pense que de telles présences qui disent beaucoup de choses peuvent être évitées pour que demain qu'on ne puisse pas établir un lien entre la famille et des mesures étatiques ou dans le fonctionnement de la République. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce que quelque part, M. Montey, ces guerres de positionnement ne se justifient pas par un manque de maturité? Écoutez, moi, je n'aime pas trop m'épancher sur ce sujet. Je suis un citoyen honnête, intellectuel. Mon parti s'appelle Union citoyenne. Et la violence, d'où qu'elle vienne, est honnie par notre bord. Donc nous ne parvenons pas à comprendre que des gens, pour un quelconque pouvoir, puissent s'armer et se battre. Pour nous, la seule bataille qui vaille, c'est la bataille des idées, c'est la bataille des arguments. Donc nous ne pouvons pas cautionner de tels comportements, quel que soit l'enjeu. Est-ce que ce n'est pas souvent la raison pour laquelle il n'y a pas de numéro 2 à l'APR? Oh, vous savez, les numéros 2 dans quasiment tous les partis politiques du monde, c'est très compliqué. Aujourd'hui, nous avons au Sénégal des partis qui sont créés par leurs propriétaires. Donc, nous avons eu une discussion tantôt avec M. Sow en couloir. Il me parlait d'un certain nombre de choses qui m'ont plu, une démarche qui a été la démarche de Union citoyenne. C'est comme ça que nous avons créé notre parti. C'est un parti qui ne pourra jamais être la propriété de quelqu'un, parce que c'est un parti qui est issu d'une réflexion. Maintenant, quand une personne crée son parti et en fait sa propriété et dit c'est moi qui finance, c'est moi qui décide, il est clair qu'il ne pourra pas y avoir de numéro 2. Parce qu'on dit souvent que pour la plupart, ce sont des gens qui ne pèsent pas lourd sur l'échiquier. Est-ce que c'est parce que ces gens qui n'ont pas de base, qui viennent... c'est la raison pour laquelle ils viennent avec des nervis pour perturber ou en tout cas semer le désordre? Vous savez, quand quelqu'un est déclencheur de violence, soit il est faible, intellectuellement, psychologiquement ou politiquement. Les hommes qui tirent... Ou malades. Les gens normaux, qui ont une confiance en eux-mêmes, une foi profonde, ne sont jamais déclencheurs de violence. C'est la vérité. Mais aussi, ceux-là qui en sont les victimes doivent accepter de comprendre que la nature humaine fait qu'on doit cohabiter avec toutes sortes de comportements et ne pas tomber dans ce piège-là, ne pas céder à la provocation. Et l'autorité aussi doit édicter des règles applicables à tout le monde. Ce qu'on a vu par exemple avant-hier, c'est jamais vu. Depuis 5 ans à nos jours, on n'a jamais entendu un magistrat tenir un point de presse pour montrer à quel point il est député, choqué, car ayant fait l'objet de pression de la hiérarchie dans sa mission de faire respecter la loi dans sa zone où elle a été bafouée et violée. C'est un problème.
Et le monsieur risque de rendre le tablier, hein? Oui, non, vous savez, malgré toutes les rumeurs qu'on a voulu distiller, ça et là, contre lui, ce qui est inacceptable. D'ailleurs, on ne peut pas quand même dire un magistrat aussi courageux qui fait son travail convenablement, derrière l'anonymat, comme quoi que ce dernier voulait seulement être affecté. Franchement parler, je pense que la meilleure façon de ne pas se faire affecter, c'est de ne se prendre ses responsabilités sans exécuter les yeux fermés la volonté de ceux-là qui lui ont demandé d'agir autrement si c'est le cas. Donc je pense que ce sont des choses que nous devons éviter. La violence doit être bannie et condamnée. Maintenant, il est évident dans le monde entier, la nature humaine parfois aussi secrète va de pair avec cela, mais les hommes responsables doivent veiller à pouvoir agir. Maintenant, ce que M. Monté disait tout à l'heure, je pense que le changement qu'il nous faut dans ce pays-là, après cette transition, parce que l'avènement de Macky Sall est la transition d'une génération vers une autre. C'est une bonne parenthèse qui peut être utile pour le pays, qu'elle dure 5 ans ou qu'elle dure 10 ans, s'il respecte sa parole de réduire son mandat de 7 ans à 5 ans. Donc, vers quoi? Vers des hommes, des patriotes, de conviction, qui croient en ce pays, qui ont tout reçu de ce pays-là et qui pensent qu'ils ont une dette vis-à-vis du Sénégal-là, qui doivent constituer cette relève. Je ne parle pas générationnelle, moi je parle de contenu générationnel, mais cette relève d'hommes qui sont épris de grandes valeurs et qui ont une expérience pour continuer le travail. Et à ce combat-là, M. Monteil, après avoir terminé avec cette coalition-là, dont je suis persuadé que vous n'en êtes pas satisfait, pensez un jour se retrouver avec des hommes. Merci, monsieur le ministre. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est complètement épuisé. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de me réjouir encore une fois de la grandeur du peuple sénégalais, de sa capacité d'endurance, de son sens, de sa capacité de discernement, mais surtout de patience, pour pouvoir toujours agir conformément à ses intérêts, à son devenir, le moment venu. Je pense que chaque jour que j'ai fait, tous les actes posés par ce régime, le peuple les décortique et les place sous l'angle de l'analyse par rapport aux engagements antérieurs pris par le gouvernement d'aujourd'hui pour dire est-ce qu'ils sont des hommes de parole ou pas, ou bien est-ce que simplement ils ont été abusés et le moment venu, lorsqu'ils devront choisir, qu'ils pensent au dynamisme, à l'expérience, au patriotisme et au respect de la parole donnée et à la dignité des hommes et des femmes qui vont concourir au suffrage pour enfin incarner le destin du Sénégal à partir de 2017. Merci infiniment, monsieur le ministre, d'être passé. Monsieur Monté, votre dernier mot? Merci. Très rapidement, je tiens à remercier mon débatteur, M. Sow. Je pense que il est jeune, mais il a eu une longue carrière politique et qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont comprendre que le pouvoir appartient au peuple et qu'on le lui rendra forcément. Je tiens à le rassurer que M. Sall est un homme de parole. Il le connaît aussi bien que moi et que ces 5 ans qu'il a promis de faire, il les fera. Les citoyens du Sénégal, de plus en plus, comprennent quels sont les enjeux et quel est le rôle des acteurs politiques et quelle est la véritable position du pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de se le réapproprier partout au Sénégal. On voit des mouvements citoyens naissants, mais responsables et qui sont prêts à prendre en main leur destin. Ça, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver à ce pays. Ce sont des gens comme ça qui feront que le Sénégal sera autrement. Comme disait M. Sow, moi je ne parlerai jamais d'alternance générationnelle ou de changement du personnel politique. Ce dont je parlerai, c'est d'un Sénégal où chaque Sénégalais, là où il est, de façon pratique, se mettra en œuvre pour que le Sénégal aille de l'avant. Merci, M. Monteil, d'être passé. Je rappelle que M. Monteil, Théodore Chérif Monteil, est du pôle présidentiel sur la revue du code électoral, directeur national de l'Union citoyenne Buntubi et membre de la coalition Macky 2012. Encore grand merci. Avec nous aussi, il y avait Dr Aliou Sow, ancien ministre sous Wade, président du mouvement des patriotes pour le développement, Liguey MPD. Monsieur le ministre, encore grand merci d'être passé.
C'en est tout pour ce 21e numéro d'Actupo. Encore grand merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Merci aussi à toute l'équipe qui gravite autour de cette émission hautement politique. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la RTM. Au revoir.